Donc, qui on est l'APP pour... Alors, attendez, hop, je reprends le partage de connexion. C'est bon, tout le monde voit l'écran? Je pense que oui. Vous voyez tous l'écran partagé? Oui, on le voit bien, oui. Ok, super. Donc, pour une présentation rapide de l'APP, qui on est, l'APP, c'est un tiers de confiance et l'organisme de référence en matière de protection des créations numériques depuis 1982. Donc, on fête nos 40 ans cette année et on est donc spécialisé dans la protection des créations digitales, des créations numériques. Donc, ça fait environ 40 ans qu'on fait ça et on va dire que la majorité de nos membres sont les éditeurs de logiciels de toute taille, de la start-up au grand groupe. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la protection de vos créations et plus particulièrement de la protection de vos logiciels, avec notamment le dépourvatoire que propose l'APP. D'abord, un petit point précision. Vous nous enverrez le PowerPoint. Oui, on vous enverra le PowerPoint également, bien sûr. Donc, quand on parle de propriété intellectuelle, souvent vous avez déjà entendu parler du sujet. Et là, je voulais faire un petit point pour préciser que dans la propriété intellectuelle, en fait, sous cet éventail, on retrouve la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle, les entreprises sont souvent en contact avec ce domaine, puisque c'est notamment le droit des marques, le droit des brevets. Le droit des marques, c'est ce que vous déposez à l'INPI au début de la vie d'une entreprise. Donc, ça, c'est le côté propriété industrielle. Et ensuite, on a la propriété littéraire et artistique avec notamment le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur. À côté de la propriété intellectuelle, mais hors de son champ, on a secret des affaires, base de données et données personnelles qui sont souvent associés à ce domaine puisqu'ils traitent de données immatérielles, d'œuvres immatérielles, mais qui ne sont pas régies par la propriété intellectuelle. Donc la première question, c'est quel est l'intérêt de la propriété intellectuelle et surtout en fait les intérêts financiers de la propriété intellectuelle. En fait, la philosophie de la propriété intellectuelle, c'est que pour récompenser l'effort créatif d'un auteur, la loi va lui donner un monopole d'exploitation sur son œuvre, ce qui implique que l'auteur est le seul à pouvoir exploiter l'œuvre ou alors organiser son exploitation. Pourquoi donc c'est important de protéger la propriété intellectuelle d'une entreprise? La première raison, c'est qu'en fait, la PI, propriété intellectuelle, est une source de revenus via notamment cette exploitation commerciale, via les fameuses licences. Donc ça, c'est un premier point assez important. Ensuite, ça permet d'enrichir le capital immatériel de l'entreprise. Ça va valoriser les créations que l'entreprise a. Et un autre point, c'est que ça permet de montrer le sérieux et la fiabilité d'une entreprise aux tiers. Ça va montrer qu'une entreprise elle a pris des démarches pour aller cartographier son patrimoine numérique. Donc, ce qu'on a dit, c'est que nous, on allait parler aujourd'hui du droit d'auteur. Vous avez sûrement déjà entendu souvent parler du droit d'auteur sur différents types d'œuvres. Donc, un petit rappel, qu'est-ce que protège le droit d'auteur? En fait, pour qu'une œuvre soit protégée par l'auteur, elle doit répondre à deux conditions. Il faut que la création soit matérialisée, donc on dit qu'elle doit être mise en forme perceptible par les sens, et il faut que la création soit originale. Là, pour avoir une petite idée de ce que ça veut dire, en fait, par exemple, qu'est-ce qui peut être matérialisé, mais qui n'est pas original? Par exemple, un cercle ou même le plagiat. Un cercle, parce qu'un cercle, ça va être un rond, c'est matérialisé, on voit quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose d'original, on ne retrouve pas une personnalité spécifique. Ou alors le plagiat, quand on se contente de recopier ce qui a déjà été fait avant. Dans ces cas-là, ce n'est pas protégé par l'auteur, puisque c'est matérialisé, mais pas original. À l'inverse, et ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on dit, moi j'ai une idée, j'ai un concept. Bah, très bien, ça peut être original, voilà, si c'est différent, si on retrouve une personnalité de l'auteur, mais est-ce que c'est vraiment matérialisé? Une idée n'est pas matérialisée. Tant que vous n'avez pas rédigé un livre, rédigé les premières lignes du livre, les premières notes de musique ou les premières lignes de code, ce n'est pas matérialisé. Par contre, si une création remplit ces deux conditions, elle est donc protégée par le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, ça protège un très vaste éventail d'œuvres. Donc là, vous avez des exemples. Et comme vous pouvez le voir aussi sur ces exemples, c'est totalement indépendant du mérite. En fait, la protection, elle va être la même, elle aura la même intensité, la même force, que l'œuvre, elle soit bonne ou pas. Voilà, ça, c'est un rapport global sur qu'est-ce que le droit d'auteur. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse,
c'est le droit d'auteur et le logiciel, le droit d'auteur et sa relation avec le logiciel. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous parle du logiciel, en fait? C'est parce que souvent, dans les entreprises de tech, le logiciel, ça devient le cœur du business. Puisque le développement du logiciel, ça a été c'est le fruit d'investissement en argent, en temps et en effort. Et donc, en fait, si de manière générale, on veut préserver le business model, ça passe par la protection du logiciel. Et est-ce que le logiciel peut être protégé en droit d'auteur? Est-ce que le logiciel est bien matérialisé? Oui, puisqu'on voit bien, voilà, c'est un extrait de code source. Ici, on voit quelque chose, en fait, le simple fait que ce soit tangible. Et est-ce que c'est original? Alors ça, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence. Mais si on retrouve, en fait, des choix créatifs du développeur, en fait, qui a fait des choix libres lors du développement, la création sera originale. Donc, si on part du principe qu'un logiciel est protégé, la question suivante, c'est qu'est-ce qui est vraiment protégé dans le logiciel? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en droit d'auteur, il y a un régime classique du droit d'auteur et un régime spécifique du logiciel. Mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est de bien comprendre que ce qui est protégé en droit d'auteur avec le logiciel, ça va être le code source et le code objet, qui sont évidemment le cœur du logiciel, mais également tout ce qui va être matériel de conception préparatoire, le manuel d'utilisation, le titre et l'interface graphique. Là, on peut aussi se dire que le titre du logiciel, il pourrait être protégé au titre du droit d'auteur et au titre du droit des marques s'il est distinctif. Donc, les protections de la propriété intellectuelle peuvent être cumulatives. Ce qui n'est pas protégé dans le cadre du logiciel, ça va être les algorithmes, puisque c'est vu par les juges comme une suite logique mathématique dans laquelle il n'y a pas de choix créatif. Les langages de programmation ne sont non plus pas protégés et les fonctionnalités. Ça, les fonctionnalités peuvent être, c'est un petit point, elles peuvent être protégées dans un brevet. Et c'est un point qu'on ne verra pas aujourd'hui. Donc, on voit bien que donc, le logiciel, c'est protégé par le droit d'auteur. Certaines parties vont donc être protégeables par le droit d'auteur, mais quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des droits d'auteur sur un logiciel? En droit d'auteur, en fait, on parle des droits, on parle du droit d'auteur, mais en fait, il y a des droits. Ce sont les droits qui vont être conférés à l'auteur d'une création numérique et qui vont lui être exclusifs. Donc, ces droits, ils sont de deux types. On a d'abord le... Hop, je vais faire un petit... voilà. On a d'abord le droit moral, donc qui a trait en fait au lien affectif entre l'auteur et la création. Ce droit moral, il protège les intérêts non économiques de l'auteur. Donc, ça va être le droit d'apposer son nom lors de la publication, ça va être le droit de s'opposer à toute utilisation qui dénaturerait son œuvre. S'il publie son œuvre et puis qu'après il estime que l'œuvre n'est pas utilisée comme elle devrait l'être, il a le droit de refuser qu'on utilise son œuvre. Ces droits-là, donc ce droit moral, ce lien affectif, il est incessible, c'est-à-dire qu'il n'est pas transmissible. On ne peut pas le vendre, il n'a pas de valeur économique. Et c'est un droit qui est perpétuel, en fait, qui ne s'arrête pas avec le temps. Par opposition aux droits patrimoniaux, et ce qui intéresse l'entreprise, les droits patrimoniaux, ils vont permettre aux titulaires de percevoir une rémunération pour l'exploitation de ces œuvres par des tiers. Ce sont les droits qui sont cessibles. Ce sont de ces droits-là qu'on va faire les licences, les cessions, etc., qui permettent de monétiser l'œuvre. Ces droits sont limités dans le temps, parce que ce qu'on a dit, c'est que c'était un monopole qui était donné pour une période donnée, donc ils seront limités. Donc voilà, ça c'est l'intérêt d'avoir son droit d'auteur, en fait, c'est qu'on va pouvoir le monétiser. La question suivante, on a vu qu'est-ce qui était protégeable, qu'est-ce que ça fait d'avoir une protection, et maintenant on va se poser la question de qui est le titulaire de ces droits sur le logiciel. Le concept de base, en fait, c'est que l'auteur du logiciel est le titulaire du droit d'auteur. C'est-à-dire que la personne qui va coder est la personne qui sera propriétaire. En droit d'auteur, il n'y a pas de cession tacite. C'est-à-dire que si on doit mettre en place une cession, il faut qu'elle soit explicite. Donc, par exemple, si on a un auteur qui fait un contrat de cession, évidemment, le titulaire devient le cessionnaire, le bénéficiaire du contrat de cession. La seule exception à cette mise en place du contrat de cession, c'est la loi qui a mis en place une dévolution automatique des droits d'auteur à l'employeur dans le cadre du contrat de travail. C'est-à-dire que si un développeur, il est salarié d'une entreprise et que c'est dans le cadre de sa mission qu'il va développer le logiciel, les droits d'auteur tombent à l'employeur.
Depuis récemment, c'est aussi le cas pour les stagiaires, pour les VIE, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est une question qui revient assez souvent, à qui appartient le droit d'auteur du logiciel. Donc si un contrat de travail, c'est bien à l'employeur. Ce droit d'auteur, pour la petite histoire, la portée internationale du droit d'auteur, elle est régie par une convention qui s'appelle la Convention de Berne, qui a été adoptée il y a 135 ans et qui a pour but d'harmoniser les règles du droit d'auteur. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va mettre en place des standards de protection qui sont applicables dans tous les pays de la Convention. Ça a commencé avec 8 pays et il y a maintenant 181 pays. C'était 179 jusqu'à pas longtemps, mais 181 pays. L'idée ici, c'est qu'en fait, c'est une protection territoriale identique des œuvres dans tous les pays de la Convention. Donc l'idée de ce petit schéma, c'est de dire qu'une œuvre espagnole est protégée en France au même titre et dans les mêmes dimensions qu'une œuvre française. C'est ce qu'on vient de dire, ça doit mettre des standards de protection pour toutes les œuvres. La deuxième grande partie de cette convention, c'est l'absence de formalité pour le droit d'auteur. On vient unifier l'idée d'absence de formalité pour le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si on l'oppose à si on revient au schéma précédent, on disait qu'en propriété industrielle, on connaissait souvent les marques, les brevets, dessins et modèles. Et on sait que pour avoir une marque, il faut passer par l'INPI. Et l'INPI, en fait, nous donne un certificat. On dit qu'en fait, ici, le dépôt est constitutif du droit. Si on ne fait pas le dépôt, on n'a pas le droit. Donc, en fait, l'enregistrement va être obligatoire pour obtenir ce droit. À la différence du droit d'auteur, où l'enregistrement n'est pas obligatoire. En fait, l'idée, ça a été à la base que quand le législateur, ils avaient cette idée que l'auteur, c'était un artiste qui ne penserait pas à aller déposer ses œuvres, et donc on allait lui donner son droit d'auteur du simple fait d'avoir créé. Ce qui en soi peut être positif, mais comme on va le voir tout de suite, en fait, donc ce droit d'auteur, on a une protection automatique, pas de formalité. La contrepartie de ça, c'est qu'en fait, ça devient très difficile de fournir des preuves quand on doit prouver sa titularité en droit d'auteur. Les problèmes, concrètement, c'est que voilà, ça peut rallonger des procès qui sont coûteux si on doit devoir prouver qu'on est propriétaire et qu'on n'a pas un certificat en droit des marques. On a le certificat et puis la preuve de ce droit, elle est beaucoup plus facilement rapportée. En sachant qu'un procès en propriété intellectuelle dure en moyenne 3 ans, donc, selon l'OMPI, et il y a des coûts financiers très importants sur la propriété intellectuelle, notamment après en fonction des amendes. En général, on le fait dans plusieurs juridictions, donc ça impacte encore plus le coût final et ça a aussi un impact sur la vie de tous les jours de l'entreprise en parallèle du procès. En plus de l'impact économique, ça a aussi souvent un impact négatif sur la réputation d'une entreprise qui est prise dans un procès en contrefaçon, en copie, en plagiat. Et ça peut donc entraîner une perte de confiance des investisseurs et ça peut traduire un certain manque de sérieux de l'entreprise qui ne veut pas prouver ses droits tout de suite. Donc ça, c'est quand même une situation auxquelles les entreprises n'ont pas forcément envie d'arriver. Une des solutions pour pallier le problème de la difficulté de fournir des preuves, de fournir la preuve de son logiciel, en fait, c'est le dépôt probatoire. Donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un dépôt de droit d'auteur, mais le fait de déposer avec un tiers de confiance, donc ensuite on obtient un certificat, ça va permettre de plus rapidement prouver son droit. Donc ici, on voit en fait les intérêts, ils sont doubles. Il y a un intérêt dans la protection, donc c'est ce qu'on disait, pouvoir prouver sa propriété, que mon entreprise est bien propriétaire de ce logiciel et son antériorité, que j'étais bien à cette date précise propriétaire. Si quelqu'un nous dit non, moi j'étais là avant, on peut facilement prouver non, en 2004, c'est moi qui étais propriétaire. Donc, se protéger contre les réclamations, éviter les litiges. Voilà, donc ce dépôt probatoire, il va donner une présomption de titularité. D'une autre manière, ça a un intérêt dans la valorisation. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, souvent, ça rassure les investisseurs et les banques qui vont acheter, par exemple, qui vont faire une acquisition d'une entreprise technologique et ils n'ont rien de tangible sur le logiciel. Parfois, ils ne comprennent même pas vraiment ce que c'est le code source. Et le fait d'avoir un dépôt, ça a forcé les équipes à cartographier le patrimoine, à rassembler tous les documents, à se poser la question de la propriété intellectuelle. Donc, ça va transcrire la fiabilité et le sérieux de cette entreprise. Ce sont donc deux points assez importants du dépôt. Alors ensuite, j'ai un petit vrai ou faux, mais à voir si ça fonctionne en distanciel. Vous allez me dire. Alors, je vous laisse me répondre à la discussion. Un logiciel original est protégé par le droit d'auteur. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
à vos claviers. Ouais, quelqu'un d'autre. Très bien, c'est exactement ça, Marine. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Le logiciel est original s'il est protégé par le droit d'auteur. Question suivante. Le dépôt auprès d'un office national est obligatoire pour obtenir mon droit d'auteur. Vrai ou faux? Marine et Christophe, très bien. Exactement. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Le dépôt auprès d'un office n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé de faire un dépôt probatoire auprès d'un tiers de confiance. Ensuite, je peux monétiser mon droit moral sur le logiciel. Donc, vous vous rappelez, on a vu le droit moral et le droit patrimonial. Exactement. C'est bien ça. C'est faux. On peut monétiser le droit patrimonial. Et je suis salarié. Le logiciel que je développe dans mon travail m'appartient. Oui, exactement, Christophe. Donc ça, c'est faux, c'est ce qu'on a vu. La loi a prévu une dévolution automatique des droits lorsqu'il y a un contrat de travail vers l'employeur. Très bien. Donc, donc on continue. Euh, donc, le dépôt probatoire, donc l'APP, donc l'Agence pour la protection des programmes, c'est un peu notre cœur de métier, le dépôt probatoire. C'est ce que j'avais mis, on a à peu près 100 000 dépôts depuis 40 ans d'éditeurs de logiciels qui font un premier dépôt. Et puis, on va dire, à chaque version majeure, vont faire des dépôts à l'APP pour avoir leur certificat. Qu'est-ce qui peut être déposé? Eh bien, en fait, tout ce qui est protégé par le droit d'auteur et même en dehors, en fait, tout ce dont vous avez envie de pouvoir, tout actif numérique dont vous avez envie de pouvoir apporter la preuve de la tutélarité et l'antériorité. Donc ça va être, c'est comme vous voyez, c'est assez large. Concrètement, autour du logiciel, voilà, code source, code objet, les travaux préparatoires, les interfaces graphiques, manuel d'utilisation, tous les élémentaires, doc technique ou même les bases de données. Donc ça va être vraiment large et en fait, c'est tout élément du logiciel qui vous paraît important à déposer. Concrètement sur l'APP, qui peut déposer à l'APP? Donc en fait, une fois que pour l'APP, vous devenez membre de l'APP, vous avez votre espace membre. Via cet espace membre, vous faites vos dépôts. Qui peut faire le dépôt, donc évidemment le titulaire de l'œuvre. Si vous êtes co-titulaire d'une œuvre, ça peut être les co-titulaires, c'est prévu pour que l'espace puisse gérer ça. Mais si vous avez un avocat et que vous faites souvent des dépôts, pardon, l'avocat peut faire les dépôts à votre place. Donc, comment concrètement on dépose? À l'APP via l'espace membre, c'est possible de faire un dépôt numérique ou physique. Le dépôt numérique, c'est jusqu'à 10 gigas, ce qui suffit normalement amplement, mais si vraiment il y a énormément, vous pouvez faire des dépôts physiques et vous les faites donc en ligne. L'APP, c'est très important pour nous. On est évidemment la sécurité pour nous, c'est très important. On est ISO 27001 depuis quelques années maintenant, qui est une norme de sécurité. Et donc, en fait, dès que vous téléchargez les documents, ils sont chiffrés. Personne ne voit ce qui est à l'APP, on ne voit pas ce qui est déposé. C'est chiffré et c'est scellé et archivé directement sur sur nos serveurs en France. Voilà. Et si un jour vous en avez besoin, quand est-ce que vous pourriez avoir besoin de ce certificat et de la copie scellée donc dans le cas d'action amiable, si vous avez quelqu'un qui fait une copie, par exemple, ça peut permettre directement d'envoyer une lettre de mise en demeure et le certificat de l'APP en disant j'ai déposé, j'ai pris les mesures appropriées. Et donc, ça peut avoir un effet dissuasif. Et comme on a dit, en justice aussi, ça va permettre de prouver la titularité plus rapidement. Concrètement, vous pouvez présenter la copie scellée ou vous nous demandez une copie. Voilà. Ensuite, on a un cas concret qui a été jugé l'année dernière où il y a eu 3 millions de dommages et intérêts. En fait, c'était une entreprise qui avait créé son code, un salarié qui était parti de l'entreprise, qui avait monté une autre boîte et la première entreprise soupçonnait que les codes étaient quand même très, très similaires à l'entreprise de base de ce salarié. Et donc, c'était passé au tribunal judiciaire de Marseille qui avait condamné cette seconde entreprise à 3 millions de dommages et intérêts en se basant notamment sur le certificat APP pour la titularité et ensuite sur un rapport technique en fait qui avait permis de comparer le code actuel de l'entreprise contractrice et le code qui avait été déposé à l'APP. Ça, c'est un exemple concret pardon, de l'utilisation de ce logiciel. Donc ça, voilà, ça c'était tout sur la partie dépôt probatoire. Si je... Est-ce que vous avez des questions peut-être sur le dépôt déjà avant que je passe un peu à la suite?
Ok, super. On voit pas de souci. Bon, bah alors, je continue, on verra après. Donc, l'APP, on fait du déportatoire et on fait aussi de l'entièrcement. Alors ça, c'est un mot que vous avez peut-être moins entendu, c'est aussi du séquestre de logiciels. L'idée, c'est donc d'organiser contractuellement un accès au logiciel déposé. En fait, voilà, c'est pour le bénéficiaire, un client d'un éditeur, pour s'assurer de la continuité de son activité en cas de défaillance du fournisseur. L'idée, ça va être qu'on a un client dans l'éditeur logiciel, un bénéficiaire qui va dire, écoutez, moi, je veux bien travailler votre logiciel, je vais l'intégrer dans mon entreprise, mais par contre, je vais commencer à beaucoup dépendre de votre logiciel. Et si vous disparaissez, ça va être très compliqué pour la continuité de mes activités. Donc, en fait, je veux me prémunir, pour me prémunir de votre défaillance, je voudrais que vous déposiez vos codes sources chez un tiers de confiance, à l'APP, et on met en place un contrat entre l'éditeur de logiciel, l'APP et l'utilisateur, dans lequel on va définir des conditions, liquidation, absence de maintenance pendant 6 mois, décès d'un homme clé, etc. Et si une de ces conditions se réalise, je vais pouvoir, moi, client, accéder au code source de l'APP pour faire de la maintenance. Il n'y a pas de transfert de propriété intellectuelle, mais ça permet au client d'assurer la continuité des activités en cas de défaillance de son éditeur. C'est un type de contrat qu'on fait énormément à l'APP. Dans tout type de circonstances, on fait par exemple beaucoup ça quand il y a une grande entreprise qui utilise les logiciels d'une PME ou d'une start-up, ou alors entre deux PME. Voilà. Quand on n'est pas sûr que l'entreprise peut ne pas rencontrer de problème, c'est toujours un dispositif intéressant. Et on a aussi la clause d'accès. Donc, c'est la même idée de séquestre de code source. Et en fait, ça permet à une PME de déposer ses codes toute seule à l'APP et ensuite de mettre en place une clause dans tous ses contrats commerciaux et dire au client, écoutez, vous êtes peut-être un peu réticent, mais moi, j'ai déjà mis en place un entièrcement. Si jamais il y a un problème, vous pouvez accéder à mes codes à l'APP. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers moi et je peux vous expliquer un peu plus dans le détail. Ça, c'est l'entièrcement et c'est quelque chose qui peut être vraiment un argument commercial du côté éditeur et également un argument d'assurance du côté client-utilisateur. Voilà. Peut-être on est bientôt vers la fin. L'APP, donc l'idée, nous, c'est qu'on va aussi gérer vos actifs tout au long de leur vie, en fait. Donc ça, on fait aussi le transfert de droits. Donc si vous avez un membre A qui se fait racheter par un membre B, on transfère les droits. Comme ça, vous ne perdez pas les dates d'antériorité. Ça permet de conserver l'historique et de poursuivre cette stratégie de protection. Voilà. Donc on arrive déjà à la fin de notre présentation. Que retenir globalement de tout ce qu'on a dit? C'est que c'est très important d'avoir un inventaire de ces actifs immatériels qui soit protégé par l'API ou plus large, comme on a vu, secret d'affaires, base de données, etc., pour mettre en place une stratégie de propriété intellectuelle le plus tôt possible, quelle que soit la taille de l'entreprise. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que chez les startups, en fait, leurs actifs sont souvent des actifs immatériels, puisque ce pas des entreprises qui vont avoir des bureaux, des ordinateurs, des voitures, etc. C'est des entreprises qui ont souvent plutôt un capital immatériel, du code, une marque, un concept matérialisé. Donc c'est important de le mettre le plus tôt possible. Ensuite, ce qu'on dit, c'est clean ownership. Donc, c'est en fait d'avoir la propriété des droits de propriété intellectuelle très claire, d'avoir mis en place les contrats de cession importants, d'être sûr que tout le monde a un contrat de travail pour être sûr que l'employeur est bien propriétaire des droits, d'être sûr que les prestataires ne sont pas propriétaires des droits, mais que c'est bien l'employeur qui a commandé le code ou le logo, etc. Et donc, faire les dépôts qui sont nécessaires. Pour ce qu'on a dit, pour tout ce qui est brevet marque, c'est un modèle aller à l'INPI, et pour tout ce qui va être actif digital, de faire son dépôt probatoire à l'APP. Ensuite, donc l'idée d'avoir la stratégie de pays, c'est aussi de faire un dépôt régulier et un check régulier des créations. Donc d'avoir cette stratégie qui est mise à jour avec la vie de l'entreprise, ça inclut notamment de venir déposer régulièrement à l'APP. C'est pas un seul. Alors on fait un premier dépôt le plus tôt pour avoir une date d'antériorité, mais après il faut faire des dépôts suivants pour continuer à ce que le dépôt vive. Et ensuite, la dernière recommandation qu'on pourrait vous faire aujourd'hui, c'est de faire de la sensibilisation en interne. Sur la propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est, notamment au marketing qui va par exemple créer des marques, aux développeurs, etc. Et sur les pratiques contractuelles, la confidentialité.
Sur le site de l'APP, Agence pour la protection des programmes, app.asso.fr, vous avez une partie base de connaissances sur la droite et vous avez énormément d'informations sur le droit d'auteur, le dépôt probatoire, qu'est-ce qui est protégé, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant en termes de transmettre ces documents. Voilà, le petit mot d'ordre. Et, et voilà, on arrive déjà à la fin de notre présentation. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions autour de ce qui a été abordé ou un peu plus loin même? Merci Marine. Oui, c'est vrai que c'est efficace, mais voilà, je vous ai donné donc voilà, pas mal d'informations. Ok, comment protéger les salons que l'on organise? Euh, C'est-à-dire comment vous placez les stands, parce que c'est ce qu'on a dit, le concept en soi d'organiser un salon ne va pas être, n'est pas protégeable, à moins que sur le salon vous ayez des flyers mis d'une certaine manière. Alors, déposer les noms et protéger le logo, oui, donc si c'est sur le salon, effectivement, si le salon a un nom, il faut déposer la marque, il faut déposer les logos, tout ça, ça se fera à l'INPI. Et pareil, sur le site de l'INPI, vous avez beaucoup d'informations sur la protection des marques et logos. Christophe, est-ce que le dépôt probatoire protège l'international? Oui, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'avec la Convention de Berne, ce que vous déposez à l'APP, en fait, avec la Convention de Berne, puisqu'il y a une absence de formalité, on peut aussi rapporter la preuve par tout moyen devant tous les tribunaux des pays membres de la Convention de Berne, ce qui implique que le dépôt probatoire est recevable devant tous ces pays. Donc, le dépôt probatoire de l'APP est valable. Ce qu'on vous recommande, c'est dans les pays de la Common Law, notamment US, China et Inde. US, Chine, Inde, ils ont des copyright office parce que c'est du droit anglais, pardon. Dans ces cas-là, on vous recommande d'aller déposer directement dans ces offices. Le dépôt probatoire sera toujours bien à l'APP, mais si vous êtes par exemple aux États-Unis, ça vaut le coup d'aller à l'USPTO et de faire un dépôt en copyright. Voilà. Et bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, vous avez mon mail, cette dernière slide. Durée de